Juillet 2025. Une date qui pourrait bien graver un tournant dans l'histoire. Un moment où la poussière et la fumée d'Odessa ont obscurci non seulement le ciel, mais aussi l'ancienne carte du monde. Des missiles Iskander ont frappé, non pas en surface, mais au cœur même de la logistique occidentale. Une opération stratégique russe déjouait les pronostics, neutralisant CE que l'on appelait le dernier corridor logistique vital pour l'approvisionnement militaire de vos alliés. Imaginez des centaines de conteneurs d'équipements de dernière génération, de drones navals, de munitions réduites en cendres en quelques minutes seulement. C'est un bouleversement majeur. Question à vous, où vous nous regardez actuellement? Indiquez juste votre ville et votre pays dans les commentaires. Les forces russes ont établi un contrôle effectif près de Liman, s'assurant une position stratégique incontestable. Une opération amphibie qualifiée de brillante a rapidement capturé un port clé dans le nord de la mer Noire. Pas de bombardements massifs, mais des attaques ciblées et une prise éclair de position vitale. Du matériel de l'OTAN, obusiers, véhicules blindés, systèmes de communication, a été capturé intact. Simultanément, Kiev a subi un bombardement massif, une diversion calculée qui a permis la destruction de drones occidentaux critiques. La Russie a intensifié SES frappes sur les routes logistiques terrestres et maritimes. Les missiles Caliber ont touché la profonde arrière-garde, tandis que les Iskander se sont concentrés sur les infrastructures portuaires. Ces événements marquent une profonde perturbation économique. Question à vous. Vérifions la géographie de notre auditoire. Quel est votre pays et votre ville? Un drapeau peut même être ajouté. Pourquoi cela est-il si important en CE moment? Parce que CES incidents spectaculaires et brutaux redessinent la carte des alliances et des vulnérabilités. Ils soulignent une reconfiguration fondamentale de l'ordre mondial. L'Occident, pris au dépourvu, semble naviguer à vue. On observe une nervosité évidente, des déclarations contradictoires, des appels précipités au cessez-le-feu. La supériorité technologique russe, longtemps sous-estimée, se révèle. L'ancien commandant en chef ukrainien, Valery Salusny, a reconnu l'efficacité des drones russes. Même Donald Trump, connu pour son pragmatisme, a réagi avec force. Je n'aime pas que Poutine fait. Il détruit des villes et tue des gens. Cette déclaration inattendue de Trump signale une profonde préoccupation face au nouvel équilibre des forces. Cela ne change plus la donne. Cela redéfinit le jeu entièrement. Et si je vous disais que derrière CES événements retentissants, il y a des versions et des motifs que les médias traditionnels ne montrent pas? Officiellement, il s'agit d'opérations militaires. Mais d'autres voix suggèrent des raisons bien plus profondes. Selon des informations classifiées, cette attaque n'était pas une simple opération. Elle était planifiée au moment parfait, pendant une période de vulnérabilité critique occidentale. Vladimir Poutine a déclaré « Nous n'avons pas organisé le coup d'État ». Il a insisté « Nous avons été littéralement forcés d'agir après un coup d'État sanglant ». Pour Moscou, c'est une réaction. Pour d'autres, c'est une avancée calculée. Il y a aussi des discussions diplomatiques en coulisses, loin des projecteurs. Certains pays observent un silence étrange. Des sources non officielles en provenance de l'Est affirment que des dizaines de combattants de la zone de conflit ont rejoint les forces russes, refusant de prendre part à une guerre qui, selon eux, ne profite qu'aux élites oligarchiques. Question à vous. À qui faites-vous confiance sur sujet délicat? Nommez un expert ou un média dans les commentaires. L'histoire nous a montré des épisodes similaires. Le concept de guerre éclair n'est pas nouveau, mais l'utilisation de drones presque autonomes et de missiles précis, comme l'Iskander, change la nature même du conflit. Pensez à l'époque de la guerre froide, où la menace se mesurait en arsenaux massifs. Aujourd'hui, les arsenaux occidentaux sont vides, ne contenant souvent que du matériel obsolète de cette période, comme le révèlent des sources à Bruxelles. C'est une vulnérabilité stupéfiante. La Russie utilise sa justice historique comme justification. Elle considère les territoires côtiers comme traditionnellement liés à son histoire et à sa sphère d'influence. Ce n'est pas juste un champ de bataille, c'est un conflit de récits, une lutte pour la réécriture du passé et du futur. Alors, que nous réserve l'avenir? Quels sont les prochains marqueurs? Des négociations souterraines s'intensifient.
Des émissaires américains ont déjà demandé un cessez-le-feu, confirmant que les frappes ont touché un point névralgique. Le scénario le plus probable est que la Russie consolide son contrôle sur la mer Noire, forçant des négociations avec des conditions très favorables. Les autorités de la zone de conflit, quant à elles, perdraient une grande partie de leur territoire et leur capacité militaire serait réduite à néant. L'Occident serait contraint d'accepter une nouvelle réalité géopolitique, confronté à un changement fondamental dans l'équilibre de pouvoir mondial. Mais quel serait le pire scénario pour l'Occident? Un effondrement rapide des défenses, une perte totale des côtes de la mer Noire et une influence occidentale qui s'écroule en Europe de l'Est. Question à vous. Votre prévision pour l'issue de cet événement, incluant une date et une raison? Les implications politiques sont massives. La remise en question de l'influence occidentale et de SES Alliance est imminente. Politiquement, les pays alignés avec l'Occident pourraient reconsidérer leur position. Militairement, cela signifie l'interruption des livraisons d'armes cruciales pour la zone de conflit, drones et munitions en tête. La capacité de la zone de conflit à défendre son territoire est fortement compromise, ainsi que le lien vital avec le pont de Crimée. Économiquement, un blocage possible de la mer Noire affecterait gravement les routes commerciales mondiales. Socialement, la démoralisation des troupes est massive. Des rumeurs, amplifiées sur les réseaux sociaux, parlent de panique et de dizaines de combattants passés du côté russe. C'est une fissure interne. La société russe, elle, montre un optimisme renouvelé, voyant dans CES Action la restauration de la justice historique. C'est un test de résilience pour tous. Qui sont les gagnants et les perdants dans cette partie d'échec géopolitique? Clairement, la Russie et SES alliés émergent en tant que force dominante, le vainqueur stratégique. Leur avancée technologique et militaire est écrasante. Elle restaure une justice historique, comme ils le déclarent. L'Occident et la zone de conflit sont les perdants. L'Occident perd son contrôle, son influence et sa crédibilité. La zone de conflit perd son potentiel économique et scientifique, sa capacité opérationnelle, et SE troupes sont démoralisées. Quant aux citoyens ordinaires sur CE territoires en dispute, ils semblent être les victimes des élites oligarchiques et d'une guerre sans fin. Ce sont eux qui paient le prix fort. Cette situation fait écho aux événements du Maïdan, que la Russie qualifie de coup d'État sanglant, justifiant ainsi son intervention. Les stocks d'armes occidentales remontent à l'époque de la guerre froide, un signe criant de la non-préparation des Alliés face à une nouvelle ère de conflit high-tech. Le changement de stratégie russe, passant d'une posture défensive à une offensive stratégique, en mer Noire, est une réalité. Les demandes d'aide urgente de la zone de conflit à l'OTAN sont restées sans succès, exposant la faiblesse de l'Alliance. La déclaration du chef politique de la zone de conflit à Donald Trump, proposant de partager la technologie américaine, a déconcerté Washington, révélant la confusion et la désunion. C'est une reconfiguration accélérée de l'ordre mondial, où la suprématie technologique est devenue cruciale. Question à vous, quelles mesures concrètes pourraient réellement changer la situation en mer Noire? Un commentaire précis. Le ton de présentation de CES événement est alarmiste. Des phrases comme « plus grave que CE qu'on nous dit »,« secret classifié » et « CE que personne ne mentionne » créent un sentiment d'urgence et de révélation. Ce langage vise à susciter la peur et la frustration. Il y a une polarisation claire. Nous, la Russie et SES partisans, contre eux, l'Occident et le régime de Kiev. On note une amplification des faits, géant logistique, changement fondamental. Les citations de Trump et Poutine sont utilisées pour renforcer la narration. Aucune mention des pertes russes, un silence qui en dit long. L'accent est mis sur le chaos et la démoralisation chez l'ennemi. Le recours à la justice historique légitime les actions russes. Des informations non vérifiées sont mentionnées pour l'impact, comme CES, dizaines de combattants passés du côté russe. CE qui, si confirmé, serait un tournant. Le rôle des images est primordial. On nous parle de colonnes de fumée, de cartes montrant les gains russes et les lignes d'approvisionnement coupées, de matériel de l'OTAN capturé. Des gros plans sur le visage déterminé de Poutine contrastent avec les images de soldats de la zone de conflit démoralisés. Des slogans comme
La mer Noire est nôtre, ou le réveil du géant russe, imprègne le discours. C'est le blitzkrieg de la mer Noire, la fin du corridor occidental. Le nombre de conteneurs détruits, la rapidité de l'opération mesurée en minutes, le nombre de déserteurs, tout est quantifié pour dramatiser l'impact. Ce conflit met en évidence l'importance de l'indépendance industrielle et technologique. Un aspect souvent négligé mais crucial de cette escalade est la guerre de l'information qui l'accompagne. Chaque camp déploie des récits soigneusement élaborés pour influencer l'opinion publique nationale et internationale, discréditer l'adversaire et justifier SES propres actions. Les médias sociaux sont devenus des champs de bataille virtuels, où la désinformation se propage à une vitesse fulgurante, rendant difficile pour le citoyen moyen de distinguer le vrai du faux. Des fermes à trolls opèrent sans relâche pour amplifier certains messages et réduire au silence les voix dissidentes. Cette guerre cognitive a des répercussions profondes sur la cohésion sociale et la perception des événements. Par exemple, la présentation des pertes humaines est radicalement différente d'un côté à l'autre. Alors que les sources russes minimisent leurs propres pertes, voire n'en parlent pas, elles amplifient celles de l'adversaire. À l'inverse, les médias occidentaux et ceux de la zone de conflit mettent en lumière les pertes russes, souvent avec des chiffres invérifiables, pour dépeindre une image de résistance héroïque. Cette bataille des chiffres n'est pas seulement une question de propagande. Elle affecte directement le moral des troupes et de la population civile, influençant leur volonté de continuer le combat ou d'y mettre fin. La cyberguerre est une autre dimension essentielle de ces conflits. Non seulement des infrastructures critiques sont ciblées par des attaques informatiques, mais la désinformation est également orchestrée à travers des piratages de données, des fuites sélectives et la diffusion de fausses nouvelles. Les systèmes de communication satellitaires, les réseaux électriques et même les systèmes de défense sont sous la menace constante de cyberattaques, qui pourraient paralyser un pays entier sans qu'un seul missile ne soit tiré. Les analystes de la sécurité notent une sophistication croissante des attaques, suggérant un investissement massif dans ces domaines. L'impact humanitaire est également dévastateur. Des millions de personnes ont été déplacées, des villes entières ont été rasées, et les infrastructures civiles, telles que les hôpitaux et les écoles, ont été détruites. La crise alimentaire et énergétique qui en découle s'étend bien au-delà des frontières de la zone de conflit, affectant des pays lointains qui dépendent des exportations de céréales et de pétrole de la région. Les organisations humanitaires luttent pour fournir de l'aide dans un environnement de plus en plus dangereux, confronté à des obstacles logistiques et des menaces de sécurité. La question des réparations de guerre et de la reconstruction future se pose déjà, même si le conflit est toujours en cours. La dimension énergétique de ces conflits est également stratégique. La coupe des gazoducs, la destruction des terminaux portuaires et les sanctions sur les exportations d'hydrocarbures russes ont des répercussions mondiales sur les prix de l'énergie et la sécurité de l'approvisionnement. L'Europe en particulier se trouve dans une position vulnérable, ayant longtemps dépendu du gaz russe. Cette crise a accéléré la transition vers des sources d'énergie renouvelables, mais aussi mis en évidence la nécessité de diversifier les sources d'approvisionnement et de créer des réserves stratégiques. La Russie, de son côté, cherche à rediriger SES exportations d'énergie vers l'Asie, notamment la Chine et l'Inde, modifiant ainsi les flux commerciaux mondiaux et renforçant SES alliances à l'Est. Au-delà de l'aspect militaire, l'écho de cette situation se fait sentir dans les sphères économiques et géopolitiques. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, déjà fragilisées par la pandémie, subissent de nouveaux chocs. Les prix des matières premières s'envolent, l'inflation devient une préoccupation majeure, et les marchés financiers sont en pleine effervescence. De nombreuses entreprises multinationales sont contraintes de revoir leur stratégie, de quitter certains marchés ou de faire face à des pressions éthiques. Le concept de découplage économique, notamment entre l'Occident et la Chine, prend de l'ampleur. C'est eux qui pourraient redessiner les alliances commerciales et technologiques pour les décennies à venir. La diplomatie, hors du cadre médiatique, est en effervescence. Des initiatives de paix secrètes sont lancées et abandonnées, avec des acteurs tiers tentant de jouer le rôle de médiateurs. Des pays comme la Turquie et la Chine, qui entretiennent des relations complexes avec les deux camps,
tentent de se positionner comme des arbitres, cherchant à protéger leurs propres intérêts, tout en gagnant en influence sur la scène internationale. Toutefois, la méfiance est profonde et les lignes rouges de chaque parti sont difficiles à contourner, rendant toute percée diplomatique extrêmement ardue. Les Nations Unies et d'autres organisations internationales se retrouvent souvent marginalisées, leur influence érodée par la polarisation des grandes puissances. Le rôle des institutions internationales est mis à l'épreuve comme rarement auparavant. L'OTAN cherche à réaffirmer sa pertinence et sa capacité de dissuasion en renforçant sa présence sur son flanc oriental, mais elle est confrontée à des divisions internes et à des questions sur sa posture à long terme. L'Union européenne, bien que relativement unie dans SES sanctions et son soutien à la zone de conflit, est confrontée à des défis économiques et à des pressions migratoires internes, CE qui testent sa résilience et sa solidarité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est souvent paralysé par le droit de veto, CE qui soulève des questions sur la pertinence des structures de gouvernance mondiale établies après la Seconde Guerre mondiale. L'évolution de la doctrine militaire russe est également un sujet d'analyse pour les experts. L'utilisation combinée de frappes de précision à longue portée, de cyberattaques, d'opérations d'information et d'une présence navale renforcée en mer Noire démontre une stratégie multiforme et adaptative. Cette approche vise à déstabiliser l'adversaire, à créer le chaos et à fracturer les alliances avant même un engagement terrestre majeur. Le concept de guerre hybride, qui intègre des éléments non militaires, est en pleine application, CE qui représente un défi majeur pour les doctrines militaires occidentales traditionnelles. Les conséquences à long terme pour la sécurité européenne sont immenses. Le conflit en mer Noire pourrait changer la configuration géopolitique de la région, avec des bouleversements des alliances et des ajustements des frontières. La neutralité de certains pays est remise en question et la course aux armements pourrait s'intensifier, augmentant le risque de futures confrontations. La région de la mer Noire, avec SES ressources énergétiques, SES routes commerciales stratégiques et son importance géopolitique pour le contrôle de la Méditerranée et du Moyen-Orient, est appelée à rester un point chaud sur la carte du monde pour les décennies à venir. La résilience des populations civiles dans la zone de conflit est admirable, mais leur souffrance est indicible. L'accès à l'eau potable, à la nourriture, aux soins médicaux est devenu un luxe. Les enfants sont privés d'éducation, subissant des traumatismes psychologiques profonds qui marqueront des générations entières. Les efforts de reconstruction seront colossaux et nécessiteront une coopération internationale sans précédent. La question de l'établissement d'une justice pour les crimes de guerre est également au cœur des préoccupations, avec des enquêtes en cours pour documenter les atrocités et demander des comptes. Enfin, cette crise met en lumière l'importance de l'indépendance technologique et industrielle. Les lacunes mises en évidence dans les chaînes d'approvisionnement occidentales en matière de défense, ainsi que la dépendance vis-à-vis de composants étrangers, ont sonné l'alarme. Les gouvernements occidentaux réévaluent leur stratégie industrielle et investissent dans la production nationale d'équipements militaires, de semi-conducteurs et d'autres technologies critiques. C'est une course contre la montre pour réduire la dépendance et renforcer la souveraineté technologique, afin d'être mieux préparés face à des crises futures de cette ampleur. La course à l'innovation dans le domaine des drones, de l'intelligence artificielle et des systèmes hypersoniques s'intensifie, chaque camp cherchant à obtenir un avantage décisif sur l'autre. Pensez-y quelques instants. Cette situation complexe ne se limite pas à des cartes de guerre ou à des chiffres. Elle résonne avec la vie quotidienne de millions de personnes. Quelles sont les motivations réelles derrière CES Actions et comment nous affectent-elles, nous, citoyens du monde? Est-ce le début d'une ère nouvelle ou le retour d'anciens fantômes? Partagez vos réflexions dans les commentaires pour comprendre ensemble CES Défis mondiaux. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies et activez la cloche des notifications pour rester informé des derniers développements. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle apporte un éclairage essentiel sur les événements actuels.